On vous retrouve. On va essayer de parler fort, Madame Fuchs, ne vous inquiétez pas. On vous retrouve avec plaisir pour notre seconde table ronde intitulée « Des pratiques qui évoluent et des pistes pour faire mieux ». On a imaginé cette table comme une mosaïque en vous proposant une diversité de visions à plusieurs échelles, à l'échelle d'un établissement, à l'échelle de la famille, à l'échelle d'une association, à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle nationale. Pour en parler, voici donc à ma gauche Sylvain Brabant, qui est directeur de services d'aide et de soins à domicile Atmosphère de la Fondation Partagez Vie à Paris. Jean-Jacques Coiplet, directeur général de l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté. Jacques Dubois, qui est fils d'une résidente et président du CVS de l'EHPAD L'Œillet des Pins à Saint-Georges-de-Didonne. Jean-Benoît Dujol est directeur général de la cohésion sociale, la DGCS. La dernière, mais non la moindre, Marie-Françoise Fuchs est docteur, c'est vous, fondatrice et présidente d'honneur de l'association Hold Up. Merci à tous les 5 d'avoir accepté notre invitation. Et à l'instar de notre première table ronde, je vous propose qu'on découvre une vidéo de l'auteur et neuropsychiatre Boris Cyrulnik pour poser le débat. On revient juste après ça. Alors l'entrée en EHPAD dépend de la manière dont notre existence s'était construite avant. Si avant l'entrée en EHPAD, on avait une personnalité construite et que notre domicile, notre famille était le lieu de la sécurité, l'entrée en EHPAD prend la signification d'une perte. Si avant l'entrée en EHPAD, mon domicile devenait le lieu de l'angoisse, je suis seul, je tombe souvent, je ne peux plus faire mes courses, l'entrée en EHPAD devient un moment d'espoir. Je suis sécurisé en entrant en EHPAD parce que je suis devenu insécurisé en restant seul chez moi. Ça, c'est avant. Pendant l'entrée en EHPAD, l'accueil est très important. La manière de présenter l'EHPAD provoque une émotion. Si on présente l'EHPAD systématiquement comme une prison, on éprouvera l'impression le sentiment d'être emprisonné. Si on présente l'EHPAD avec un lieu de rencontre, encore possible, le salon de thé, les spectacles, les visites, si on présente comme ça l'entrée en EHPAD, ça devient un lieu d'une autre forme de vie. Je vais vivre autrement. Et après l'EHPAD, tout dépend de la manière dont les professionnels et la famille éprouvent la fin de l'EHPAD, c'est-à-dire souvent la mort. Et là, ça dépend de la culture, et on lègue quelque chose à nos enfants, à nos amis, en mourant. Donc le schéma de raisonnement que je propose, c'est la signification de l'EHPAD peut être très différente et même opposée selon avant l'EHPAD, selon ce qu'on était avant l'EHPAD, selon la manière dont on est accueilli en EHPAD et selon la manière dont les récits culturels présentent l'EHPAD. Vous m'entendez? Oui, vous m'entendez. C'est sur vous que ça tombe, Sylvain. Une analyse en 4 points de ce que vient d'être dit par Boris Cyrulnik. Alors, je suis pas sûr de la faire en 4 points, mais non, mais c'est très pertinent que l'histoire de vie influence. Dans le micro, s'il vous plaît. L'histoire de vie influence la décision et le moment et la perception que l'on peut avoir d'une entrée en EHPAD. Ça influe beaucoup sur ce que l'on peut ressentir. Et bon, si je peux avancer dessus, l'anticipation, je pense que c'est clé. Vous en avez parlé longuement dans la première table ronde. Justement, voilà, pour rebondir sur ce que vous dites, toujours dans le cadre du questionnaire qu'on a administré à nos lecteurs au Point, la question selon vous, à quel moment réfléchir à une entrée en EHPAD, 35% des lecteurs du Point répondent « ce n'est pas un sujet qu'on peut planifier », 30% lorsque les premiers signes de dépendance apparaissent, et 21% quand la famille ne peut plus assurer l'aide à domicile. Alors, comment on peut convaincre les familles que l'anticipation est cruciale quand on dit 35% d'entre eux disent on ne peut pas planifier? Pourquoi c'est compliqué d'anticiper? Comment mieux anticiper? Alors, facile. Il y a un sujet
que vous avez abordé lors de la première table ronde. L'anticipation, c'est aussi avoir une cartographie des solutions qui existent. Et donc il faut aussi être capable de mettre des mots sur la situation de la personne, d'identifier ses besoins et du coup de lui montrer très tôt quels sont le panel de solutions disponibles pour lui permettre du coup d'être conscient, d'intégrer. Et lorsque le moment est là, lorsque le moment de vie est là, lorsque le choix est là, de se dire « Ah bah tiens, on m'a parlé de cette solution, on m'a parlé de cette situation à ce moment-là et je vais pouvoir aller dessus. » Alors, on a la chance à la Fondation d'avoir un ensemble de solutions et de dispositifs qui sont là pour aider les personnes dépendantes. Et du coup, on peut, ce que je recommande, c'est dès qu'on évalue les besoins des personnes au départ, c'est de leur dire très tôt, bah, écoutez, on a tout un panel de solutions qui est là pour vous aider en fonction du moment, en fonction de votre choix. On pourra vous guider vers ces différents types de solutions. La question 4 du questionnaire du point, pour aller dans votre sens, comment aider les familles dont un proche va entrer en EHPAD à faire face à leur anxiété, à leur éventuelle culpabilité? 43% répondent en leur permettant de participer à un groupe de parole avec des familles ayant déjà vécu l'expérience. Et là, ça fait partie justement de ce que vous disiez, des pistes, puisque cette table d'ailleurs y est consacrée, ce que vous appelez, vous, la paire-aidance. Expliquez-nous. Oui, alors la notion de paire-aidance, c'est le fait d'échanger entre pairs sur des situations qui sont rencontrées, que l'on connaît, que l'on a vécues, que l'on a partagé. Et donc de manière concrète, il y a différents dispositifs qui existent et l'exemple pratique le plus connu, c'est le café des aidants où les personnes se retrouvent entre elles et peuvent échanger sur des situations. Et là où je trouve que ça devient vraiment intéressant, c'est quand on développe encore plus en se disant on va identifier au sein d'un établissement une personne qui va être un grand témoin, qui va être une personne ressource, une personne référente, qui va être capable de dire moi j'ai ce vécu-là et je vais être capable de partager ce que j'ai vécu à des personnes qui sont dans la même situation, qui se retrouvent dans le même moment de vie. Et du coup, je vais pouvoir casser ce sentiment de culpabilité, casser ces blocages et l'accompagner. Et ça, c'est comment vivre la paire-aidance. Donc comment partager et comment vivre. Donc c'est cumulatif avec des solutions qui existent. Et je pense que c'est un outil qui permet justement de passer, de faire ces petits pas et de passer à l'étape suivante. Alors sur la notion qu'on évoquait tout à l'heure d'anticipation, Jacques Dubois, vous avez entamé des discussions avec votre mère dès l'apparition de ces troubles cognitifs, c'est-à-dire à 85 ans. Oui. Comment est-ce que vous avez abordé ces conversations? C'est quand même pas des conversations faciles, quoi. Donc, et quels conseils vous donneriez aux familles justement pour engager un dialogue plus que délicat? Les conseils, j'éviterais. Parlez-nous de votre expérience personnelle. On en tirera les conclusions. Voilà. Ça fait longtemps que ma maman vivait seule et mon frère habitait dans le Nord et moi-même en Charente-Maritime. Ma mère habitait en Normandie. J'ai vite compris qu'un jour, il faudrait faire quelque chose. Elle avait beau avoir une petite maison, un jour, elle ne pourrait plus s'en occuper. Donc, je me suis rapidement posé les questions avec mon frère, d'abord entre nous, pour savoir comment on pourrait vivre cela. On n'avait pas de réponse. Alors, j'ai commencé à en parler avec ma maman, mais de façon très naturelle, à une époque où elle n'avait encore aucun trouble. On a évoqué ça comme un phénomène de vie. Et comment tu comptes vieillir? Est-ce que tu comptes vieillir toute seule? Est-ce que tu veux te rapprocher de nous? Oui. Est-ce que tu veux vivre avec nous? C'était hors de question, pour moi et pour mon frère. Et elle non plus, elle ne l'envisageait pas. Mais on a commencé à en parler très tôt, de comment vieillir seul. Alors, on a évoqué différentes solutions. La seule chose qu'elle m'a dite, c'est si c'est une maison de retraite, je ne veux pas rester en Normandie parce que personne ne va venir me voir. Il n'y a que des vieux. Les vieux, c'est les autres. Hein. Les vieux, c'est souvent les autres. C'est toujours les autres. Ouais. Mais elle avait une image très négative de la maison de retraite. Et puis à un moment, ces troubles de mémoire sont apparus. Et puis elle a fait part à son médecin de cela, qui lui a parlé de comment on appelle ça, les consultations mémoire, etc.
Et là, on a commencé à évoquer la solution, alors sans que ce soit défini comme étant la maladie d'Alzheimer. Je me suis vite rendu compte que c'est pratiquement plus. Si j'attendais trop longtemps, c'est pas elle qui pourrait prendre la décision. Donc on en a parlé de plus en plus concrètement. Et finalement, l'EHPAD est devenue la seule solution. Parce que le foyer logement, elle me dit, c'est comme vivre chez moi. La famille d'accueil, autant que je vive chez vous. Hors de question, je l'ai déjà dit. Donc l'EHPAD. Et l'EHPAD, c'était forcément chez moi, puisque mon frère ne l'envisageait pas trop non plus. Enfin, chez moi, en Charente-Maritime. Et puis à un moment, on s'est décidé, parce que ces troubles étaient devenus trop importants. Donc je suis allé la voir et je lui ai dit, maman, il faut qu'on en reparle. Il faut qu'on en parle concrètement. Mais elle était encore... elle avait encore des étapes claires quand même dans son esprit. Est-ce qu'à cette époque-là, ça suscitait déjà une forme d'angoisse ou... Chez elle, non. Pas du tout. L'avantage que nous avions, c'est que si on parlait d'EHPAD, elle se rapprochait de moi. Donc ça, c'est quelque chose, c'est vrai. Qui était de nature à la rassurer. Oui, nature à la rassurer. C'était, comme disait M. Cyrulnik, c'est soit un espoir, soit un drame. Pour elle, c'était ni l'un ni l'autre. C'était, je me rapproche de mon fils. Bon, ok, c'est bien. Et puis, en 2000, elle avait 89 ans, donc en 2019, ça s'est accéléré. On a cherché différents établissements. On a eu la chance de trouver l'œillet des Pins à Saint-Georges-de-Didonne, dont M. Brittmann nous a parlé tout à l'heure. Et là, j'ai emmené ma maman. Voilà, je lui ai dit, tiens, viens voir ce que peut être un EHPAD. On est vraiment dans le cas idéal, hein, c'est-à-dire il y a anticipation, il y a discussion, il y a échange, il y a volonté. Et comment ça s'est passé ce premier contact? Avec l'EHPAD, très bien. Avec l'EHPAD, très bien, parce que ma maman venait presque en vacances. Le cadre est très agréable, c'est vrai. On est près de la mer, il y a un parc, il y a des gens sympathiques, on est accueillis, on boit un verre d'eau, très, très, très sympathique. Je vous passe le détail. Et puis, donc, on a fait le dossier, on l'a rempli, et puis un jour, il y a une chambre qui s'est libérée. Et là, j'ai appelé ma maman, je lui ai dit, maman, il y a une chambre qui vient de se libérer, si tu veux, tu prépares ta valise, et puis tu viens. Ah non. Non, pas possible. Bon, ok, on laisse tomber pour ce coup-ci. On a attendu un mois. Donc j'ai refusé, j'ai décliné auprès de l'œillet des Pins. On a attendu un mois, une deuxième chambre qui s'est libérée. Là, j'ai dit, maman, tu as une semaine... Enfin, je n'ai pas dit tu as une semaine pour préparer ta valise, mais je viens dans une semaine et on va partir ensemble. Et voilà, elle avait une semaine pour préparer sa valise qu'elle n'a pas préparée du tout. Et là, ça a été le drame de ma vie et de la sienne, hein. C'est devoir mettre toute une vie dans une valise. On l'a fait, et j'ai emmené ma maman. Et puis, alors j'avais rencontré Madame Laune, excusez-moi, la psychologue de l'œillet des Pins, qui m'avait dit, il vaut mieux entrer, enfin il vaut mieux, si vous pouvez, Monsieur Dubois, il vaut mieux entrer à l'œillet des Pins ou en maison de retraite avec des bons souvenirs, enfin pour ne pas attendre trop longtemps, ne pas être en situation de complète dépendance. Mais quand je suis rentré là, ma maman, elle avait encore des moments clairs, d'esprit clair. Et rentrer dans un établissement comme celui-là, c'est très compliqué parce que, je la cite, mais il n'y a que des fous ici. Et là, elle s'est rendue compte que c'était compliqué. Enfin, elle a refusé, quoi. C'était très, très difficile. Malgré l'anticipation de ma part, de la sienne, malgré en avoir discuté tout le temps, enfin très longtemps avant, le passage à l'acte m'a été très compliqué. On va y revenir justement avec vous, Marie-Françoise Fuchs. Vous avez réfléchi à ces pistes d'amélioration. Vous avez fait, dans le cadre de votre association Hold Up en Immersion, Mort au vif en EHPAD. Vous avez une grande liberté de parole et c'est très beau. Quand on a échangé, vous m'avez dit moi j'ai des pistes.
Ouais, j'ai des pistes pour que ça se passe mieux. Vous me donnez la parole, c'est ça? Oui, mais je vais évoquer... Bonsoir et excusez-moi parce que j'ai eu une émotion, parce que mon téléphone s'est coincé dans le fauteuil, je l'ai cherché partout et il est tout cassé. Alors, mais... ça se change, vous inquiétez pas, le téléphone. Mais là... Je suis dans le grand âge qui fait que... D'abord, nous avons fondé une association qui s'appelle Hold Up, ça veut dire les vieux debout ou dynamiques, ou ayant l'envie que leur vie ait un sens et une utilité. Une utilité pour soi, une utilité pour ses proches et une utilité dans la société. Alors, nous nous sommes rejoints assez vite, assez nombreux, à avoir envie de faire quelque chose, de comprendre ce qui nous arrivait. Et nous sommes devenus des apprentis de l'âge. Ce qu'a appelé notre actuel président, nous sommes les apprentis centenaires. Alors, moi j'ai 93 ans, donc j'aborde carrément apprenti centenaire. Ça veut dire quelque chose de très intéressant. C'est que nous sommes à une école de vie, une curiosité de découverte, à une tentative de voir qu'est-ce qui peut être intéressant, comme je vous le disais au départ, pour nous et pour nos proches et pour la société. Alors, on s'est aperçu assez vite on a voulu faire une expérimentation dans les EHPAD et nous étions une vingtaine à nous être précipités avec un peu une formation et un mode d'emploi. Nous avons passé 24 heures dans un EHPAD qui avait été d'accord de nous recevoir. Et nous avons donc vécu la vie d'un résident. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand on sait que 24 heures après, on va sortir. Mais c'est quand même quelque chose de très passionnant. Alors nous avons fait ça et nous avons écrit un petit livre collectif sur mort ou vif en EHPAD. Effectivement, on va en EHPAD, c'est malheureusement pour mourir dans beaucoup de cas, mais pas tout de suite, et c'est pour vivre, et c'est pas uniquement réservé à des soins. C'est ce qui nous est apparu le plus fort au départ, c'est que l'essentiel pour nous, bien sûr, on nous procurait l'hôtellerie, c'est-à-dire on nous bordait dans une chambre, on s'occupait de nous faire à bouffer, et en plus, on nous donnait des soins. C'était vraiment, on nous sécurisait. Mais par contre, tout le reste de ce qu'un être humain a besoin de vivre, c'était pas dans les buts de l'EHPAD. Alors, pour moi, c'était quelque chose de tout à fait fort et puissant. Et il s'est révélé, par exemple, que l'être, nous sommes des êtres, nous sommes des personnes. Et quel que soit l'état dans lequel nous sommes, il y a des désirs de rencontre, des désirs d'échange, des désirs que l'autre nous connaisse, nous reconnaisse et que nous le reconnaissions, nous le connaissions. Il y a un réseau dont on a besoin, un réseau qui ait du sens. Alors, on a un exemple actuellement, nous avons des groupes de parole centrés sur certains sujets qui ont été demandés par nos collègues, par les gens qui sont là, on se parle, on se dit ça serait intéressant de réfléchir à vivre en couple très vieux par exemple, ou la mort et comment on la vit, etc. Bon, et il y avait un groupe qui a été proposé il y a 6-7 ans sur la spiritualité, pas sur la religion, mais sur le sens, la spiritualité. Ça a été tellement demandé que nous sommes actuellement avec 7 groupes qui fonctionnent mensuellement de 2 heures autour de la spiritualité, du sens de la vie. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans notre apprentissage de vieillir, il y avait une part importante qui était de comprendre, d'élucider, de se familiariser, de se rencontrer, de se comprendre comme humain et de voir où on allait. On a découvert aussi très rapidement que nous avions une capacité de parler aux morts et aux vivants. Alors, par exemple, récemment, il y avait une dame qui venait de perdre son mari, elle était assez triste et n'allait pas bien. Alors, un couple d'amis dans l'association est allé, lui a dit, écoute, on va aller faire une grande balade aujourd'hui, on serait content de t'emmener, tu vas venir avec nous, on va découvrir, je ne sais plus quel monument, enfin un truc.
Et la dame a dit, écoutez, attendez 5 minutes. Elle est allée dans sa chambre, elle est revenue, elle a dit, j'en ai parlé à mon mari. Il m'a dit, vas-y, alors je viens. Mais ça se trouve, dans beaucoup de cas, c'est que nous sommes dans une transition entre le monde, entre la vie et la mort. Nos anciens sont présents quelque part. Souvent, on leur demande conseil. On a l'impression qu'ils sont encore là autour de nous. On aime. Alors, l'EHPAD, le problème, c'est que c'est une rupture par rapport à la familiarité ancienne. C'est plus notre logement, c'est plus nos voisins habituels, c'est plus notre... Et tout à coup, on entre dans un collectif. Mais je trouve que ça a beaucoup à voir avec l'entrée à l'école. Et qu'est-ce qu'il fait, ce petit enfant? Il s'est habitué, il avait papa, maman, les frères et sœurs, enfin peu importe, et il était dans une vraie familiarité. Et tout d'un coup, on le sort et on le met dans un groupe de collègues qui ont les mêmes... comme les vieux, ils sont jeunes, ils savent rien, mais bon, ils savent quand même la vie. Et il faut qu'ils s'acclimatent. Et je suis absolument certaine et convaincue, après les expériences que nous avons eues, que l'entrée dans l'EHPAD ou dans le collectif, quel qu'il soit, nécessite un trait d'union. Quelque chose qui nous permette d'entrer. Les petites sœurs des pauvres, avenue de Breteuil, ont une maison assez intéressante que nous avons beaucoup interrogée et cultivée, où ils ont conçu un système de parrainage. C'est-à-dire un des anciens pensionnaires, enfin résidents, est attribué à la personne qui arrive. Et se charge, et il le sait, elle est dédiée à lui montrer les lieux, à lui dire comment ça se passe, où on déjeune, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut sortir, etc. Elle a un marrainage. Et ce marrainage dure tant que la personne le temps que la personne a besoin d'utiliser pour se familiariser. C'est-à-dire, elle va quitter son lieu habituel familiarisé pour rentrer dans une relation grâce à quelqu'un. Et j'ai vu des EHPAD où un des responsables passait 1 heure à 2 heures avec le nouveau venu pour le connaître, se souvenir de son prénom, de son nom, des choses qu'elle aime, des choses qu'elle redoute, des choses dont elle a peur. Et de lui dire, ben moi, vous savez, je suis dans le bureau numéro 2 à tel endroit, en lui montrant, si la personne est souvent encore assez consciente quand même, de savoir qu'il y a quelqu'un qui la connaît et qui peut répondre s'il y a un problème, s'il y a quelque chose. Une familiarisation proposée, quelque chose d'une chaleur humaine et de quelqu'un de reconnaissable. Et petit à petit, on va en connaître d'autres au cours des activités, des repas. Alors, animer les repas. Et nous avons fait une expérience aussi. Attendez, Marie-Françoise, vous n'allez pas nous... J'en ai encore pour 3 minutes. Non, mais nous délivrer toutes vos pistes. On peut délivrer les pistes au fur et à mesure, les pistes d'amélioration. Vous nous dites tout d'un seul coup. Alors, on a fait l'expérience dans un des EHPAD où nous avons déjeuné. On passait la journée. On était aussi une vingtaine d'expérimentateurs, parce que nous sommes des expérimentateurs dans cette association. Et on s'est aperçu, il y avait une jeune fille qui était parmi les serveuses qui venait. Elle prenait sur un petit bulletin, comme on le fait dans beaucoup de restaurants, les choix qu'on allait faire. C'est-à-dire le plat principal, il y en avait 2, mais ça faisait 4 choix. Il y avait de la viande, du poisson, un légume blanc, un légume vert. Et on pouvait choisir. Alors, elle vous parlait, elle vous disait, oh, aujourd'hui, c'est des haricots verts ou je ne sais pas quoi. Bon, et vous aimez bien ça. Et ensuite, il y avait 3 fromages. On venait nous voir et on nous proposait un choix. Ensuite, il y avait, après, café, thé, infusion ou chocolat chaud. Et on avait donc quelque chose qui se faisait, une relation entre la serveuse et la table dans laquelle on était, qui était formidable. Et ça voulait dire qu'à la fois, on avait respecté un petit peu les choix qui sont difficiles à respecter dans les EHPAD. Le plus souvent,
On vous met l'assiette plus ou moins à la dimension de votre appétit, et plus ou moins, il y aura plus de patates et moins d'haricots verts ou n'importe quoi, mais ça sera tout fait. Tandis que là, ils avaient pris le temps qu'il y ait une conversation, qu'il y ait une vie, que les gens puissent discuter entre eux. Ah ben moi, j'avais choisi de manger je sais pas quoi, et puis finalement, je me suis trompée, c'était pas très bon. Et au contraire, d'autres qui étaient ravis pour le prochain, on se consultera. Ça veut dire qu'il y a une vie relationnelle qui est mise en avant avec des choix qui reste encore possible. L'absence de choix, souvent dans les EHPAD, est une chose désastreuse. On ne choisit plus rien. Et on vous fait... Moi, je suis allée le jour où on a passé 24 heures avec une copine dans un EHPAD très gentil. Une serveuse souriante arrive pour le petit déjeuner. On avait décidé de le prendre dans la salle à manger, pas dans nos chambres. Et elle a coupé du pain, une baguette. Elle l'a tartiné de beurre et elle a mis de la confiture d'abricot dedans. Mais elle a souri, elle était gentille comme tout, elle pensait nous rendre service. Mais moi, j'ai cassé mon téléphone, mais par contre, je peux encore choisir ma confiture et l'étaler sur mon pain si j'en ai envie. Alors, ça veut dire que je n'avais plus de capacité valorisée. Vous connaissez la méthode Montessori pour les vieux, j'en suis fanat. C'est une méthode dans laquelle, au lieu de lister les pertes, on liste les capacités qui sont là et on les utilise. Il faut redonner des choix, il faut familiariser, il faut que, même si c'est la personne qui va vous accueillir, n'est pas la directrice ou le directeur, mais peut-être un des cadres ou peut-être une aide-soignante de l'étage qui va vous connaître mieux, qui va être votre référent, qui sait que vous allez la voir, qui est présente, c'est vous redonner au départ quelque chose de l'être, quelque chose de l'humain. Ça me paraît un projet plus important que simplement de rendre possible la toilette, le lit, le soin, et pas du tout la personne. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Magnifique. Bonne chance à Jean-Jacques Coiplet qui passe derrière. Je suis sourde. J'ai la meilleure place. La meilleure place. Que dire, mesdames et messieurs, que dire Si belle phrase. Ouais. Quand on a échangé, vous parlez de changement de paradigme. Il faut passer de résident à personne chez elle. C'est un changement de vocabulaire et de vision. Expliquez-nous un petit peu. Oui, parce qu'on peut très vite basculer sur une approche très froide, très technocratique, ne pas parler d'entrée, mais parler d'admission, parler de séjour, parler de recettes, parler de ce que ça rapporte. Or, je crois que tout ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'humain. C'est ça qui doit nous motiver toutes et tous. Vous l'avez dit, en parler dans les familles, mais c'est très chargé émotionnellement. Il y a besoin de temps. Et puis, il y a peut-être aussi à considérer aujourd'hui, en tout cas c'est ce que je constate dans les territoires, que les choses évoluent extrêmement rapidement. Tout d'abord, considérer qu'il peut y avoir des réponses entre le domicile et l'EHPAD. De plus en plus se développent des réponses alternatives, des résidences autonomie, du relayage, du domicile partagé, les centres de ressources territoriaux, les équipes mobiles. Bref, on sort de plus en plus d'une forme de dichotomie ou d'opposition entre le domicile et l'établissement. Il y a des réponses qui, aujourd'hui, existent et qui permettent finalement de ne pas avoir forcément à trancher, ou en tout cas de permettre ce libre choix. Les EHPAD eux-mêmes deviennent des pivots, des animateurs, des coordonnateurs sur leur territoire, en formant, en accompagnant les acteurs de l'aide à domicile. Donc, ces réponses qui se développent de plus en plus sont très certainement une des voies qu'il faut encourager et soutenir. Et puis moi, je suis très sensible à ce qui a été dit tout au long de la soirée. C'est vraiment de considérer que l'EHPAD, c'est un lieu de vie. Ce n'est pas un lieu de fin de vie, c'est un lieu de vie où on doit d'abord s'intéresser aux capacités, aux personnes, et pas ne voir que la dépendance qui
transparaît, ou la maladie. Ce sont d'abord avant tout les personnes, et jusqu'au dernier souffle de la vie, accompagner, soutenir ces capacités. Et puis ça a été dit, il n'y a pas de recette miracle hein, quand on évoque comment améliorer l'entrée en EHPAD, mais si on s'intéresse au parcours et au parcours de vie pour qu'il soit le moins possible un parcours du combattant, il y a quelques enjeux très importants, ça a été dit. Il y a l'anticipation quand on peut le faire et la prévention. Ce qui est paradoxal, c'est que dans nos territoires, il y a beaucoup de réponses, mais parfois elles ne sont pas toujours connues, pas toujours coordonnées, pas toujours bien maîtrisées. L'outil, par exemple, Via Trajectoire, hein, qui est censé être l'outil qui, à un moment donné, va permettre de savoir si dans tel endroit, il y a une place et qu'est-ce que peut apporter l'établissement. C'est facile à dire hein, en théorie, mais quand une personne ou une famille ou des aidants ou des proches ont des difficultés d'accès à l'informatique, comment on fait, comment on se renseigne? Et donc cette notion de quel que soit le point d'entrée, quand une famille, quand des aidants, quand des proches ont des besoins, eh bien le fait de mettre en relation, en synergie, en formant un médecin généraliste, un travailleur social, un employé de CCAS, bref, toutes celles et tous ceux qui à un moment donné vont pouvoir aider, soutenir, accompagner. Donc anticiper, prévenir, donner ou rendre les EHPAD comme des lieux de vie, trouver des réponses qui soient intermédiaires. Il y a un enjeu également qui est extrêmement important, on n'en a pas beaucoup parlé, c'est de prendre soin de nos soignants. Aujourd'hui, dans une région comme la Bourgogne-Franche-Comté, hein, qui est sûrement une des plus belles régions de France, il y a attirer et fidéliser il y a quelqu'un qui acquiesce dans le public, j'aime bien. Ouais, il y a toujours un Bourguignon ou un Franc-Comtois. Attirer ou fidéliser, c'est vraiment la mère des batailles, parce que on a beau avoir des idées, on a beau avoir des dispositifs, si à un moment donné, on n'a pas les femmes et les hommes pour le porter et de prendre soin de celles et ceux qui le sont. Vous dites ça parce qu'il y a une problématique de recrutement aussi. Il y a une problématique de l'orientation, l'emploi, on y reviendra. Et puis le dernier point, on n'en parle peut-être pas non plus assez, c'est communiquer. Moi, je peux témoigner pour finalement avoir contrôlé l'ensemble des EHPAD de ma région, c'est que à part 2, 3, 4, 5% d'établissements qui sont vraiment déviants, les EHPAD sont des vrais lieux bienveillants d'accueil, de soutien. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés, hein. Ça ne veut pas dire que les problématiques financières, budgétaires, les problématiques d'effectifs ne sont pas au rendez-vous, mais dans leur très grande majorité, ces établissements sont des lieux de vie, sont des lieux bienveillants, sont des lieux du prendre soin. Et il faut le dire parce que dans l'imaginaire, hein, je pense que l'EHPAD, ça reste encore le mouroir, ça reste encore la fin, quoi. Alors qu'on peut apprendre tellement de choses. Moi, j'ai des tas de témoignages que je pourrais citer de voyages imaginaires dans les EHPAD. On part à Tahiti dans un EHPAD, voilà, avec des soignants qui se sont déguisés, avec des résidents, des personnes qui sont parties en voyage même dans l'imaginaire. On peut faire de belles et magnifiques choses dans les établissements. Merci beaucoup. Jean-Jacques. Jean-Benoît Dujol, quand on a échangé pour préparer cette table, vous m'avez dit cette formule « choisir plutôt que subir ». Ça veut dire comment est-ce qu'on transforme concrètement l'entrée en EHPAD d'une contrainte subie en un choix positif? Quelle stratégie on peut mettre en place pour que les personnes âgées et leurs familles perçoivent l'EHPAD comme une opportunité plutôt qu'un échec ou un mouroir? En effet, ça me paraît une problématique assez centrale qui recoupe une partie des choses qui ont été dites autour de la confiance. Je vais revenir en particulier à ce que disait M. Cyrulnik en commençant dans sa vidéo. Il faisait état des conséquences, en quelque sorte, du parcours de vie. Mais plus que le parcours de vie, me semble-t-il, en tout cas de manière complémentaire, ce qui colore beaucoup et qui porte une ombre portée sur l'expérience ensuite en EHPAD, c'est les circonstances de l'entrée en EHPAD. Et de fait, on constate qu'elles sont souvent subies, elles se font à la faveur d'une crise. On a parlé par exemple d'une chute, ou une énième chute plus grave que les autres, la prise de conscience subite d'une grande fragilité, que ce soit sur le plan de la locomotion ou de la cognition, qui vient en quelque sorte imposer et forcer une entrée en EHPAD qu'on a beaucoup repoussée ou reportée dans le temps. Et ce qu'il faudrait pouvoir faire, au contraire, pour que ce soit pas subi mais choisi, c'est anticiper. Ça a été beaucoup dit, mais cette anticipation, elle ne peut pas se décréter. Ça suppose que les conditions de cette anticipation soient réunies, et en particulier qu'il y ait une forme de confiance dans l'établissement et dans l'EHPAD. Et cette confiance, elle non plus, ne se décrète pas, et force est de constater que dans la période récente, elle a été un peu ébranlée.
par une série d'événements ou de scandales sur lesquels je ne m'appesantirai pas, parce que ça fait aussi beaucoup du mal au secteur de s'appesantir sur ces sujets, mais il faut aussi faire face à ces réalités. Et puis c'était une crise de confiance réputationnelle qui s'est conjuguée à d'autres crises qu'ont subi ces établissements. Là, ça coïncide avec la crise Covid, qui a aussi fait beaucoup de mal à ces structures, qui a aussi dans l'image du public, dans les yeux du public, renvoyé une image un peu difficile. L'EHPAD, c'est un lieu où on meurt encore plus que d'habitude à cause de cette crise sanitaire. Et puis, il y avait aussi la rupture du lien humain, parce que le confinement, on ne pouvait pas aller voir le droit ses de visite, proches. avec toute une série de mobilisations qui ont abouti d'ailleurs à une modification de la loi pour sanctuariser, et le défenseur des droits nous avait demandé de le faire, le droit de visite depuis, ça c'est une conséquence du Covid. Oui, je pense que c'est une conséquence du Covid. Donc cette revendication est revenue très fort. Et après, je ne blâme pas les directeurs d'établissement qui ont aussi, en lien avec les ARS, fait face à des circonstances qui étaient totalement inédites. Ce n'était pas évident de savoir comment réagir face à des publics, évidemment, ou des résidents extrêmement fragilisés. Donc cette confiance et cette crise de l'EHPAD, qui se voit aujourd'hui dans les taux d'occupation. Les EHPAD aujourd'hui ne sont pas pleins. Ils sont même pas suffisamment pleins pour être tout à fait viables pour une part d'entre eux sur le plan économique. On y a fait allusion, les déficits sont très élevés. Donc il faut pouvoir travailler à cette question de la restauration de la confiance, et ça passe par toute une série de stratégies qui ont été déployées. Le plan de contrôle, par exemple, du point de vue des institutions, et ça a été décrit par Jean-Jacques à l'instant, a été crucial. On a fait quelque chose qu'on n'avait jamais fait, c'est qu'on a contrôlé l'intégralité des établissements. Quand on a une politique de contrôle, en général, comme on est soucieux du bon emploi des ressources publiques, on va cibler en fonction d'un scoring du risque qu'on aurait un peu anticipé ou imaginé. Là, on a dit, c'est trop grave, potentiellement, mais ça n'était pas tant que ça, in fine, heureusement, on va aller voir tout le monde. Et en 2 ans et demi, grâce à la mobilisation exceptionnelle des ARS et aussi des conseils départementaux, on a visité 7500 EHPAD. Et, pour le dire de manière un peu triviale, on n'a pas vu d'horreur. On n'a pas vu de nouvelle Orpea, en particulier pour citer le mot qu'on n'a pas le droit de prononcer. C'est le Voldemort. C'est le Voldemort. D'ailleurs, ils ont changé de nom. Hein, c'est pas anodin. Ouais. Non, je dis un peu en plaisantant, et la nouvelle direction a pris les sujets évidemment à bras le corps. Et il y a eu pas mal de prescriptions, de recommandations qui ont été faites, mais des suites contraignantes, en particulier des injonctions ou des suites très graves du type administration provisoire, mise sous tutelle. Tout ça, ça a été assez exceptionnel en réalité. Donc, on a pu, je crois, et c'est pour ça qu'on communique depuis, sans doute pas assez, sur les résultats de ces contrôles, pour dire aux gens aussi, on a fait cette opération pour restaurer cette confiance. Cette confiance, évidemment, elle est très fragile. Et il suffit d'errements de quelques-uns pour détruire des efforts qui, pendant des années, on avait construit cette confiance. Donc, là, comment on fait pour réenchanter l'EHPAD? Pour réenchanter l'EHPAD. Je pense qu'une des pistes qui a été évoquée... Si tant est qu'elle n'ait jamais été enchanteur. En tout cas, moi, j'ai entendu des choses très positives. Oui, non, mais dans la perception, je parle. Oui. Mais une des solutions, je pense, que c'est de faire l'expérience de l'EHPAD, et pas n'importe quel EHPAD, avant l'EHPAD. Et ça peut se faire pas simplement dans une logique d'acculturation, de familiarisation avec une structure dans laquelle on serait obligé d'aller, mais parce qu'aussi les parcours de vie, de prise en charge des accompagnements à domicile peuvent aussi faire droit à un séjour en EHPAD qui peut être un séjour en accueil de jour, un séjour temporaire, la participation à des activités hors les murs organisées par un EHPAD, dans une stratégie d'accompagnement et de prise en charge, de lutte contre l'isolement au domicile. C'est un peu ce que disait aussi Jean-Jacques sur les CRT, les centres de ressources territoriales. Ça peut jouer un rôle extrêmement important et utile. Et ça, du coup, la transition, elle se fait de manière beaucoup plus naturelle. Ah oui, c'était pas d'issue déjà allé. J'ai rencontré des gens qui étaient sympathiques. J'ai fait des activités qui étaient intéressantes, ludiques, avec des personnels engagés. Et évidemment, ça ne s'applique pas sans doute à tous les EHPAD, mais beaucoup d'EHPAD aujourd'hui développent cette stratégie d'ouverture sur le territoire et sur la ville. Et c'est une façon peut-être d'accompagner en douceur une transition ou des allers-retours, parce qu'on a des parcours qui sont complexes aujourd'hui, entre le domicile historique, dont on est très familier, et en EHPAD. Et une dernière statistique qui me paraît importante, c'est rentrer en EHPAD, mais pourquoi faire on dit souvent, et on a raison, parce que c'est la vérité des chiffres, que la durée moyenne de séjour en EHPAD, c'est de l'ordre de 2 ans et demi. Mais comme toutes les moyennes, elles dissimulent. Là, vous allez nous dire un chiffre qui fait peur. Non, il y a des gens qui rentrent en EHPAD parce qu'ils rentrent au dernier moment en EHPAD, dans des circonstances de crise très graves. Et en fait, il y a une partie des gens en EHPAD qui n'y restent que 6 mois, et une partie qui reste beaucoup plus que 2 ou 3 ans. C'est significatif, les 6 mois. Ah oui, tout à fait. Il y a 2 populations en EHPAD. Ceux qui restent très peu de temps en EHPAD et ceux qui restent plutôt un certain temps en EHPAD. Et tout ça, en moyenne, ça fait 2 ans et demi. Enfin, je ne sais pas les derniers chiffres sous les yeux. D'ailleurs, ça correspond souvent à 2 populations de sociologie, en réalité, assez différentes du public en EHPAD. Mais
quand on y rentre dans de bonnes conditions, on y reste longtemps, entre guillemets, et sans doute pour faire des choses qui mériteraient d'être renforcées et enrichies. Alors, dans le cadre du réenchantement de l'EHPAD, vous proposez, Sylvain, de démystifier, justement. Vous venez d'évoquer le terme de centre de ressources. Racontez un petit peu comment ça... Oui, alors c'est très lié à cette notion de transmission de confiance. C'est en fait se dire que j'ai confiance en mon médecin traitant qui me parle d'un EHPAD de qualité. J'ai confiance en mon auxiliaire de vie qui va me parler d'un EHPAD de qualité. J'ai d'autant plus confiance en cette auxiliaire de vie quand elle m'accompagne un certain nombre d'heures et qu'elle permet cette transition douce entre l'hôpital ou mon domicile. Alors on peut demander à l'auxiliaire de vie qu'on connaît du domicile, elle peut nous accompagner quelques heures en EHPAD. Elle peut accompagner quelques heures en EHPAD. Elle peut on a faire quelqu'un de familier. Voilà cette notion de familiarité. C'est pour ça que je le dis pour Marie-Françoise. Ouais. On peut du coup faire cette notion un peu de transmission de maillon de confiance en fait. Roger Paul Droit utilisait le mot tissu que j'aime beaucoup. C'est vraiment ça, cette notion de on transmet, on a des maillons de confiance et de pair en pair, d'intuitu personné en intutu personné, on arrive à favoriser une transmission fluide. Lapsus qui est pas bête. Et pour aussi démystifier l'EHPAD, l'autre versant de ce volet, c'est se dire que c'est pas le tout ou rien en fait. C'est on a des solutions d'accueil de jour, on a le centre de ressources territoriales qui, je parlais de sujet de cartographie, le centre de ressources territoriales, c'est un gestionnaire de parcours, une personne qui est là pour faire de la coordination complexe. Tout ce qui est compliqué, elle va le faire pour vous. Donc, elle va identifier vos besoins, elle va réfléchir avec vous de ça, et elle va identifier toute une panoplie de solutions, les déployer au fur et à mesure, en fonction du moment que vous avez choisi, en fonction de vos besoins, et elle va les mettre en place. Et ça peut être dans une optique d'intégrer un EHPAD plus tard. J'ai un exemple d'une personne qui a choisi à terme d'entrer en EHPAD. Le centre de ressources territoriales a été un moyen de l'accompagner dans une phase précoce. Ce n'était pas tout à fait le souhait initial, mais il y avait un souhait à terme. Et cette personne a pu aller en accueil temporaire en EHPAD, a pu aller en accueil de jour également, et est entré en EHPAD. Et c'est un exemple des réussites, et d'autant plus que c'est dans un établissement qui est dans notre territoire d'intervention. Donc il y a l'identification, une cartographie qui est nette, le fait de coordonner et le fait de pouvoir se dire je vais tester, ça marche pas, je vais aller déjeuner dans l'EHPAD, je vais faire des activités. Voilà cette notion un peu de pôle d'expertise, de pôle de vie. Il y a l'expertise médicale, mais il y a aussi le lieu de vie. Et je vais me familiariser à potentiellement changer d'habitat. On met le petit doigt de pied avant d'aller totalement dans le grand bain. On va revenir à votre parcours, au parcours de votre maman, Jacques. Vous l'avez dit, donc première proposition, elle la refuse. Donc 2 semaines plus tard, comment ça s'est passé là? J'imagine qu'il y a eu quand même un moment de stress, parce que ce que vous nous dites aussi, c'est qu'elle n'a pas forcément eu totalement le choix. À un moment donné, il était nécessaire qu'elle y aille. Dégradation de ses capacités cognitives, la fenêtre de tir se réduit. Vous prenez cette décision, on se sent coupable, on se sent mal. Et comment elle est au départ? Elle est désorientée? Pardon de revenir un peu sur cette expérience de vie qui n'est pas facile, mais... C'est un témoignage, c'est le rôle du témoignage. Alors ça va. Alors la première fois qu'elle est arrivée, elle est rentrée à l'EHPAD, elle a vu comment c'était, ça n'allait pas, elle est venue chez moi, je l'ai gardée 1 semaine à la maison, on a discuté, on a présenté les choses, voir ce qu'elle pouvait faire. Donc comme dit Sylvain, voilà, tu vas pouvoir faire des activités, tu vas pouvoir faire... Okay. On a présenté le beau côté des choses. Elle était encore chez moi. La semaine d'après, elle était à l'EHPAD. Et là, j'ai dit, stop, je ne peux plus la reprendre chez moi. Il y a un moment, il faut prendre la décision. C'est moi qui ai pris la décision. Je ne pouvais pas revenir en arrière. Elle était partie de chez elle, Normandie, avec sa valise. Elle a accepté ça. Donc, je pense que dans sa tête, elle s'est fait une raison. Voilà, il est temps que je parte. Mais c'est quand même moi qui ai pris la décision. Et quand elle est restée, elle m'a appelé 20 fois, 50 fois au téléphone par jour. Et là, je pense qu'elle perdait la mémoire de par le choc que ça lui a fait. Excuse-moi,
je ne sais pas si je te l'ai demandé, mais qu'est-ce que je fais là? J'explique, et je raccroche. Et 30 secondes après, elle me rappelle, Jacques, oui, je ne sais pas où je suis, mais voilà, toute la journée, c'était comme ça. Donc ça a été, comme disait Monsieur Droit tout à l'heure, l'EHPAD peut être soit une petite mort, soit une deuxième vie. Aujourd'hui, c'est-à-dire 6 ans après, pour ma maman et pour moi, c'est une deuxième vie. Et là, je rejoins complètement ce que disent les participants de cette table, c'est qu'il y a moyen que ce soit un lieu de vie. Mais quand je l'ai vécu, c'était une petite mort, autant pour elle que pour moi. Et malgré toute l'anticipation et la préparation que je pouvais en avoir eue. Oui, c'est ça qui est singulier, parce que vous illustrez le fait terrible. que vous ayez anticipé, et ça a quand même généré des oui, parce qu'on est, difficultés. on est dans... Mais peut-être moins maintenant. Peut-être que ça pourrait être différent maintenant, parce que je suis plus jeune qu'elle. Elle m'a transmis cette peur de l'EHPAD. Elle m'a transmis ce mouroir qu'elle ne voulait pas. Et moi, je n'avais pas d'expérience non plus. J'ai connu l'œillet des pins et heureusement, j'en ai vu d'autres. J'ai dit non, c'est surtout pas là qu'elle peut aller. Moi, je l'ai vécu aussi comme une petite mort, quoi. J'ai dit, je mets ma mère dans son dernier lieu de vie. Donc, je faisais mourir ma mère. La charge symbolique et émotionnelle. C'est pas facile. Mais vous dites qu'aujourd'hui... Et aujourd'hui, c'est une deuxième vie. Moi, je suis très heureux. Ma maman aussi, quand je lui demande... Alors, elle a complètement perdu la mémoire, elle ne me reconnaît plus, mais j'arrive à discuter avec elle. Le personnel est extraordinairement proche de ma maman, donc vraiment, de tous les résidents de cette EHPAD. Et ça se passe très bien. Et quand je lui pose la question, tu sais, je suis bien ici, je ne fais plus rien. On me fait la cuisine. Oui, j'ai même plus de courses à faire. Mais tu as raison, j'ai même plus de courses à faire. Enfin bon, elle est paisible et c'est une fin de vie et je profite de ces années comme j'aurais jamais cru pouvoir profiter de ma mère sur ces dernières années, quoi. Elle a 95 ans maintenant. Je pense qu'elle peut être centenaire. C'est un bel objectif. Après, je me pose la question, est-ce qu'il faut vraiment qu'elle soit centenaire? Mais bon, ça c'est autre chose. Marie-Françoise, sur ce qui vient d'être dit... Je veux dire deux choses que j'avais l'intention de dire et qui m'ont échappé. Mais je voulais vous remercier de votre témoignage parce qu'il est très émouvant et très positif par rapport à une évolution. Vieillir, c'est une ascension, il n'y a pas à tortiller. Et si on le prend dans ce sens, vous avez évoqué à plusieurs reprises l'explorateur. Je crois que quand on est un explorateur en ascension sur un sommet, qu'est-ce que c'est le destin de l'homme? C'est quand même finalement de mourir un jour. Mais justement, il accomplit un destin. Et je pense que c'est là qu'il y a un sens qui n'est plus du tout négatif, mais qui est une ascension vers quelque chose d'une transformation. Et d'autre part, je voulais citer un EHPAD qui a fait quelque chose que j'ai beaucoup admiré dans ceux qu'on a investis pour voir comment ça se passait. Ils ont soutenu l'action et la formation de 2 associations, celle des familles et celle des résidents, qui siègent au conseil d'administration et qui ont la parole et qui représentent positivement les souhaits des résidents et des familles. Les familles sont très importantes. On n'en a pas beaucoup parlé. On en a parlé un peu, mais pas énormément. Vous en êtes un. Alors, c'est vraiment... On me passe la parole à ce moment par rapport à vous, ce que vous avez vécu. La famille, elle a un rôle important. Et quand on lui donne une capacité de parole, une capacité de discussion sur des décisions par rapport fondamentalement à ce que l'EHPAD développe, je crois que c'est vraiment intéressant. Cet EHPAD qui réunit donc en association, chacun représente, et c'est très facile pour le résident de se plaindre à travers ça s'il en a envie, parce que il n'est pas lui en cause, on ne va pas le menacer de rétorsion si jamais il fait partie d'un collectif. Moi j'en ai assez de ceci et Madame Intel elle est vraiment ennuyée. Bon, chiante. Mais c'est retransmis comme association. Voilà, j'ai entendu, il y a des résidents qui se plaignent de Madame Trucmuche. On n'est pas
celui qui va recevoir en retour, puisqu'on représente des gens anonymes mais présents. Et je crois que c'est le seul, hein, je n'en connais qu'un, qui a soutenu suffisamment et qui se sert vraiment de la présence régulière. Tous les 2 mois, il y a des réunions avec les représentants des associations, des familles et des résidents. C'est les exemples, puisque vous cherchez ça, à améliorer par tous les bouts. Alors justement, Jacques Dubois... La vie en EHPAD, non mais ce sont des exemples, c'est ce qu'on a cherché nous aussi, c'est comprendre comment ça se passait, et qu'il y a des bons EHPAD, il y a des très bons, et il y a des très mauvais aussi. Alors, je crois que le plus mauvais, c'est d'oublier le but qui est d'entourer et d'accompagner, comme vous le dites, d'accompagner des personnes qui sont toujours des personnes et qui ont besoin d'avoir une âme aussi comme nous. Voilà. Merci. Merci encore pour cette intervention, Marie-Françoise. Jacques, vous vouliez souligner que vous faites partie d'un CVS, expliquez-nous. Je fais partie du CVS de l'Œillet des Pins, c'est le Conseil de la vie sociale. En tant que famille, donc il y a des représentants de la direction, des familles et du personnel. Et je crois que c'est un outil qui ressemble à ce que vous venez de définir, c'est-à-dire que on évoque, il y a une réunion par trimestre, on se dit tout entre la direction et puis les membres des familles. On est 5 familles, on est 4 familles. Et c'est un outil de partage et je crois que c'est très important. Quand je suis arrivé dans cette EHPAD, où ma maman est arrivée dans cette EHPAD, la psychologue m'a dit ce que l'on veut, c'est que votre maman soit comme chez elle. Donc déjà, ça témoigne d'une certaine ambiance de l'établissement. Et moi, j'ai pris cette décision de la mettre dans cet établissement. Ça m'a soulagé. Je me suis dit, c'est pas moi qui vais subir ma maman sur les dernières années de sa vie. Par contre, c'est cette EHPAD, c'est cette équipe qui va s'occuper de ma maman. Et je crois que c'est un juste retour de l'ascenseur. Tout ce qu'ils font pour ma maman, moi, quand j'ai accepté ce poste de CVS, aussi pour... Je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais c'est aussi pour montrer à l'équipe que la famille est avec eux. Parce que si je veux que ma maman soit bien là, il faut que l'équipe soit bien avec ma maman. Et le personnel aussi. Et le personnel, et tout le monde. Enfin, tout le monde doit être bien. Tout le monde doit être bien. Et je crois que le CVS... Je ne sais pas si c'est dans tous les EHPAD. Est-ce que c'est obligatoire? Mais c'est obligatoire, oui. Bon, c'est obligatoire partout. Donc, mais il y en a qui fonctionnent et d'autres. Oui, c'est ça, ils ne fonctionnent pas tous aussi bien. Celui-là fonctionne bien. Et je pense que je continuerai. Merci pour ce témoignage. Jusqu'à ce que ma maman décide de me chasser du CVS. Jean-Jacques, oui. Après tous ces témoignages, c'est votre vision de finalement l'EHPAD du futur et les pistes d'amélioration, ce serait quoi? Idéalement, sur quelle piste vous travaillez? Vous, à l'échelle régionale, vous avez mis aussi en place une charte Oui, exactement. Alors déjà, il y a des ambitions, quoi. Exactement, parce que sur l'entrée en EHPAD, on est en train de travailler sur une charte. Voilà, qu'on va proposer à tous les acteurs concernés, qu'on va co-construire avec les représentants des CVS, les personnels, les personnes, leurs proches. Et au fond, cette charte, elle commencera déjà par partager les bonnes pratiques. Des choses toutes simples, hein. L'admission l'après-midi, prendre le temps, un café, un gâteau, tout ce qui permet de donner de l'humanité. Et puis si on élargit un peu la réflexion par rapport aux EHPAD, moi, s'il m'en était donné le pouvoir, je changerais le nom. Voilà. Parce que établissement pour personnes âgées dépendantes. Établissement pour personnes âgées dépendantes. Visiblement, il y a un murmure d'approbation dans la salle. À vous de choisir le bon acronyme, mais on voit bien que ça tourne autour du thème maison d'accueil et de vie. Maison d'accueil et de vie. Qui ne s'inquiète pas, il va venir me chercher, il va téléphoner. Marie-Françoise gère des aspects logistiques sur son téléphone cassé. On verra ça après, Marie-Françoise, on vous prêtera un téléphone. Bon. Il y aura plein de bonnes âmes. Alors, cette maison d'accueil et de vie, elle n'est pas seulement intramuros, elle doit être territoriale. C'est-à-dire qu'elle embarque toutes les réponses, qu'elles soient du domicile, de l'intermédiaire ou des établissements eux-mêmes. Et puis, l'EHPAD du futur, mais qui est déjà dans certains territoires l'EHPAD d'aujourd'hui, quand je regarde
quelles sont les clés du succès? C'est d'abord des établissements qui collectivement ont travaillé sur l'éthique, le sens et les valeurs. Ça vaut le coup quand même à un moment donné de se poser un peu et de dire c'est quoi dans un monde qui va si vite, dans un moment où les soignants n'ont pas assez de temps pour soigner et prendre soin. C'est quoi l'éthique, le sens et les valeurs? Ce sont les établissements qui ont travaillé également sur les conditions de travail, sur les équilibres entre vie personnelle et vie professionnelle, qui ont travaillé sur la formation, sur les parcours, qui sont plus simplement là aussi intramuros, mais sur l'ensemble des territoires. Des établissements qui ont aussi travaillé sur la politique managériale, qui parfois, dans nos établissements, est un peu pyramidale, hein, le chef en haut et la base en bas. Il y a d'autres modèles aujourd'hui qui peuvent se déployer. Ce sont des établissements qui n'hésitent pas à innover, y compris sur les sujets du numérique, de l'intelligence artificielle, de la robotique, de la domotique, au service de l'humain, toujours. Ce sont des établissements qui ont considéré, et le CRT, le Centre de ressources territoriales, représente ce qui demain sera peut-être la règle, c'est-à-dire pas simplement l'établissement lui-même, mais l'établissement dans son territoire. Et puis ce sont des établissements qui ont engagé, et c'est pas toujours simple, une vraie réflexion sur l'architecture. Voilà. Avant de vous rejoindre, je discutais avec un médecin qui me disait avoir proposé, c'est en Écosse, hein, une place dans les nursing homes, mais qui ne sont pas du tout nos établissements, qui sont des maisons bourgeoises, alors certes peut-être pas avec toutes les normes de sécurité, mais qui sont chaleureuses, accueillantes, qui sont par unité de vie, qui font qu'on ne sert pas une tarte à 4 degrés parce que les normes d'hygiène aujourd'hui font que la tarte est à 4 degrés. Et qui mange, quel que soit l'endroit, des tartes à 4 degrés. Voilà, ce sont des endroits où le fauteuil n'est pas seulement dans le couloir, il est dans un lieu de vie commun. C'est quand même intéressant que ce soit un des directeurs de l'ARS qui dise ça. Eh bien écoutez, je trouve que c'est aussi des perspectives qui sont extrêmement stimulantes et intéressantes, vraiment. Voilà. Et donc, vous qui êtes gestionnaire d'EHPAD, vous avez aussi les clés en main pour travailler sur cette EHPAD de demain. Et c'est pas occulter les difficultés, hein, parce que je le disais, les enjeux d'attractivité et de fidélisation sont majeurs, c'est la mère des batailles. Hein, et donc il faut réenchanter, raconter de belles histoires, ne pas occulter la réalité, bref, s'engager sur ces maisons d'accueil et de vie. Et le mot de la fin, ce sera pour Jean-Benoît. Une fois, avec tout ce que vous avez entendu, et vous êtes à l'échelle nationale, vous avez une grande responsabilité. Ouais. J'adore mettre la pression. Et Jean-Jacques a tracé les grandes lignes, oui. Je n'ai plus qu'à m'inscrire dans son sillon. Reformule un peu ce qu'il a dit en insistant sur un point, enfin sur 2 points qui me paraissent complémentaires. L'EHPAD du futur, c'est un EHPAD qui surmonte deux dichotomies ou deux oppositions. Ça a été beaucoup dit tout à l'heure. La première, c'est entre, en quelque sorte, l'établissement et son environnement. Et ça, il faut absolument qu'on arrive à casser cette logique pour avoir une capacité de projeter toute une série d'expertises ou faire bénéficier tout l'environnement du plateau technique. Ça peut s'inscrire dans une logique aussi de parcours. Et cet EHPAD, il ne doit pas être renfermé sur lui-même. C'est aussi cette transparence, en quelque sorte, par la circulation des personnes, une façon de garantir et de restaurer la confiance. Donc c'est un EHPAD ouvert sur la ville et le territoire. Et puis c'est une deuxième dichotomie ou opposition à surmonter. C'est pas la prise en charge contre la prise en soin, l'accompagnement contre le soin. On a parlé d'humanisation des EHPAD, et on a aussi parlé de médicalisation renforcée des EHPAD. On ne devrait pas avoir à choisir. On veut le meilleur des deux mondes, on veut les deux. On veut un EHPAD de plus en plus humain, ça a été beaucoup dit, mais on veut aussi un EHPAD de mieux en mieux en situation de prendre en charge des publics, des résidents qui sont dans une situation qui va objectivement se dégrader du point de vue sanitaire. Et je citerai qu'un seul exemple, évidemment, c'est la prévalence accrue dans le futur des maladies neurodégénératives. Alors ça n'a pas beaucoup changé la vie en EHPAD, parce qu'aujourd'hui, la proportion de patients Alzheimer, en fait, elle est déjà très élevée. 70-80% des personnes y sont, c'est souvent un motif, ça a été dit, d'entrer en EHPAD. D'ailleurs, du point de vue, le défi, c'est plutôt comment est-ce qu'on accompagne cette maladie au domicile. Parce qu'on parle beaucoup des EHPAD, on a raison de le faire. Mais le défi démographique de demain, c'est comment on organise une prise en charge avec le même niveau de qualité et de sécurité qu'en EHPAD, en dehors des EHPAD, parce qu'on ne va pas construire un nombre de places tout à fait considérable. Mais je reviens sur en plus, il n'y a pas trop de problèmes pour recruter les aides-soignants, tout ça. La demande est là. Et de fait, c'est. Non, je vous taquine. Mais non, oui, mais dans les stratégies prospectives de métier, il y a quelques années, la DARES, qui est le service statistique ministériel du ministère du Travail, avait fait des projections sur les métiers qui seraient les plus en tension
formations les plus demandées, c'était France 2030. Donc 2030, c'est demain. Oui. C'était au début des années 2020. Et parmi le top 3 des métiers sur lesquels les besoins de recrutement étaient les plus importants, il y avait auxiliaire de vie à domicile. Il fallait, de mémoire, recruter 330 000 personnes sur les 10 années en question. Donc de fait, la demande, d'ailleurs quand on voit les arrêtés qui sont sortis récemment sur les métiers en tension dans le cadre de la politique migratoire, évidemment, ces métiers ont été à juste titre identifiés comme justifiant un certain nombre de dérogations ou de facilités d'accès au marché du travail. C'est important qu'on parle de ça parce que la clé de la réussite, la mère de toutes les batailles, je reprends en compte l'expression qui a été faite, c'est évidemment la question de la ressource humaine, et on a des structures qui font face à des difficultés de recrutement, de turnover important, qui se répercutent évidemment sur la qualité de la prise en charge. Et il y a une espèce de boucle infernale qui se met en place, où on n'a pas assez de gens, dont des conditions de travail dégradées, qui jouent, et une prise en charge de mauvaise qualité parfois, qui joue le rôle de repoussoir et qui vient encore dégrader la difficulté à recruter. Et ces deux crises, en quelque sorte jumelles, elles s'auto-entretiennent. Ce qu'on devrait arriver à faire, en tout cas c'est l'objectif qu'on se donne, une stratégie ambitieuse en matière de métier du grand âge ou de métier du prendre soin de manière générale, c'est de transformer ce cercle vicieux en cercle vertueux pour faire à la fois une meilleure prise en charge et des établissements qui soient plus attractifs du point de vue des ressources humaines. Ça passe par plein de leviers. On a l'occasion de les évoquer souvent, des leviers de communication pour expliquer ce qu'on fait, pour expliquer ces métiers, donner envie notamment aux jeunes et aux moins jeunes, parce que ce sont des secteurs aussi qui vont se reconvertir. L'idée d'embrasser ces carrières-là, ça passe aussi par les rémunérations. Des efforts importants ont été faits depuis le Ségur, avec la mise en place d'un certain nombre de primes. Ce ne sont pas encore assez, il y a des perspectives dans le futur, j'espère, qui pourront se concrétiser. Et ça passe par la question de l'organisation du travail et de la lutte contre les accidents du travail et les maladies professionnelles. C'est un secteur qui est très marqué par la sinistralité, beaucoup plus par exemple que le bâtiment, tout le monde ne le sait pas, enfin s'il y a des gestionnaires évidemment là ils le savent, et ça va des troubles musculo-squelettiques, des lombalgies jusqu'à l'épuisement professionnel. Et on doit pouvoir apporter des réponses en développant des politiques de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles qui sont absolument nécessaires pour qu'on ait une ressource humaine, des personnels qui soient bien dans leur métier et mieux à même d'accompagner des personnes qui doivent être, et j'en terminerai par là, non pas des objets qu'on protège et dont on prend soin, mais qui sont des acteurs et des sujets de leur parcours jusqu'à la fin de ce parcours. Merci beaucoup pour cette projection. Enfin, en tout cas, tant que les pattes du futur, ce n'est pas des accompagnants ou des soignants qui soient l'IA, que ça reste des humains. Mais la technologie et l'IA peut faire un certain nombre de choses. J'ai un exemple à visiter qui va dans le sens de ce qui a été évoqué tout à l'heure. Je ne fais pas d'action chez eux, c'est une start-up qui fait une oreille connectée, une oreille augmentée, qui est un système de surveillance non intrusif. Mettre des caméras dans les chambres, c'est pas très souhaitable, mais passer au milieu de la nuit, réveiller la personne pour vérifier qu'elle est bien vivante, c'est pas non plus idéal. Et lorsqu'on déploie ces systèmes qui écoutent ce qui se passe dans l'appartement ou dans la chambre, c'est assez adapté avec des systèmes de maisonnée, avec des environnements, des établissements des structures un peu distantes, éloignées l'une de l'autre. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on peut détecter des bruits, des anomalies, une respiration qui cesse, qui s'accélère, etc. Et intervenir juste à la demande. Et quand on arrête du coup d'intervenir de manière un peu systématique en visitant la structure ou la chambre et qu'on se repose là-dessus, on améliore considérablement le bien-être des personnes. Et on va même baisser la consommation de psychotropes, ce qui est un autre problème dans nos structures avec la polymédication. Donc la technologie, sans tomber dans le solutionnisme, elle peut apporter un certain nombre de réponses dès lors qu'elle est conjuguée à un projet de prise en charge et d'établissement qui lui fait la place nécessaire. Merci beaucoup et merci à tous les 5 pour la qualité de vos interventions. Merci encore. Un grand merci à la Fondation, il faut dire. Pardon Marie-Françoise, je ne vous ai pas entendu, vous disiez ? Je disais qu'il fallait dire un grand merci à tous et à la Fondation merci Partage et Vie qui nous a invités à dialoguer. Merci en tout cas, je vous laisse rejoindre vos places, tandis que je demande à Dominique Coudreau, le président du conseil d'administration de la Fondation Partage et Vie, de me rejoindre sur scène pour quelques mots de conclusion. Sous vos applaudissements, mesdames, messieurs. Ça marche ?
Oui, bonsoir. Et il m'appartient donc, en tant que président du conseil d'administration de Partage et Vie, de conclure ces travaux. Alors, je vais commencer par, si vous me permettez, par 2 anecdotes personnelles, mais ce sera bref. La première, c'est que j'ai découvert dans un des livres d'Annie Dupéret, où elle raconte sa vie avec ses chats, qu'en fait, avoir comme animal de compagnie un chien ou avoir comme animal de compagnie un chat, c'est excessivement différent du point de vue de la personnalité des personnes qui vivent avec. Qu'avec le chien, on est dans un rapport plutôt de domination. Avec le chat, pas du tout. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, je suis un amateur de chats. Alors, la deuxième anecdote, elle est pas forcément très drôle. C'est qu'il y a 3 mois, ma femme a fait un accident vasculaire cérébral. Elle a passé 1 mois à l'hôpital Saint-Joseph et j'ai pu mesurer à quel point nous avons de la chance en Île-de-France d'avoir des hôpitaux absolument formidables, des services publics qui s'occupent de vous immédiatement très bien. Et puis ensuite, je l'ai accompagnée 2 mois dans un EHPAD. Alors évidemment, pour moi, c'était plus facile parce que c'était un EHPAD de la Fondation. Mais j'ai pu faire en live le début de l'expérience de qu'est-ce que c'est que la vie en EHPAD, qu'est-ce que c'est que d'y accompagner un être cher. Et voilà. Je voulais commencer par cela. Maintenant, je voudrais rentrer dans le vif du sujet de la conclusion. Et bien sûr, je voudrais d'abord remercier les intervenants et tous ceux qui ont participé à ces travaux. Remercier évidemment en particulier Roger Paul Droit, qui est l'animateur de ces réflexions et de ce travail sur l'éthique au quotidien dans la vie d'une institution. Je voudrais aussi dire un mot de la présence des pouvoirs publics, parce que c'était un souci que nous avons eu cette année. Et c'était un peu la première fois. C'est une chance, c'est pas un souci. Une chance. Oui, oui. Non, je plaisante. Ne me coupe pas la parole après. Pardon. Au moment surtout où je parle des pouvoirs publics et je suis obligé de mesurer ce que je vais raconter. Non, c'était tout simplement pour rappeler que nous vivons dans un univers réglementé où nous dépendons à la fois de la puissance publique au niveau national et naturellement des départements. Et j'étais tout à fait ravi qu'Olivier Ruchou ait pu participer à cette séance parce qu'il apportait une vue locale et les départements dans notre métier sont tout à fait, importants. Alors maintenant, quelques mots pour vous dire ce que je retiens des travaux de cet après-midi. Alors d'abord, quelque chose, un lieu commun, c'est la richesse et l'intérêt des échanges. Dans son introduction, Roger Paul Droit vous a présenté les intervenants et le sens de leurs propos. Je ne vais pas y revenir, mais je crois que leur présence a contribué pour vous-même à vous déplacer pour les écouter. Je voudrais à mon tour illustrer toute la complexité de la démarche d'admission en vous citant des témoignages recueillis lors de la préparation de cette séance. Alors, vous les avez d'une certaine façon déjà entendus parce que la séance à laquelle je fais référence se passait à Saint-Georges de Didonne. La responsable des infirmiers. Alors je vais faire des citations brutes de décoffrage, hein, et donc c'est un peu rapide, ça ne représente pas nécessairement toute la nuance, la finesse, l'intelligence des propos. La responsable des infirmiers, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Notre rôle consiste à assurer le bien-être des équipes et des résidents. Le moment et les procédures de l'admission sont très importants. On ne revient pas en arrière. Que nous dit le médecin coordonnateur ? Au cas particulier, d'ailleurs, c'est plus une médecin coordonnateur. Le désir d'entrer en EHPAD est impossible à recueillir. Je ne l'ai jamais vu dans notre établissement. Le directeur de l'établissement. Dans les situations complexes, le recueil du consentement est toujours un sujet douloureux et délicat à partager avec les familles. Ces témoignages, ils parlent d'eux-mêmes, ils illustrent toute la complexité pour les personnes et leurs proches de ce moment de l'entrée en EHPAD. Je voudrais vous assurer à quel point nos responsables sont
attentifs au bon déroulement de cette procédure et au respect de ces différentes étapes. Pour terminer, quelques éléments de réflexion sur les EHPAD. Tout le monde l'a dit, mais il faut le répéter. Les EHPAD, c'est un monde. 7000 EHPAD, plus de 600 000 résidents, ils y passent en moyenne 4 ans et demi. Toutes les familles de notre pays ont eu ou auront bientôt en proche en EHPAD. Presque inconnu du grand public avant l'affaire Orpea, ce monde fait l'objet de jugements contradictoires. Les EHPAD n'ont pas bonne réputation. Ils sont mal considérés du grand public. Et pourtant, à l'inverse, lorsqu'on interroge les résidents et leurs familles, les enquêtes faites par des professionnels du métier, pas par nous-mêmes, parce que vous finirez par croire que je suis plaidoyer pour Domo. Non, ces enquêtes disent que les résidents sont rassurés, qu'ils trouvent dans les EHPAD une sécurité. Et donc, ça me semble absolument essentiel. Deuxième élément sur lequel je voudrais insister, c'est un peu, déjà, vous allez voir hors sujet. Pour ce qui concerne Partage et Vie, le conseil d'administration a fait de l'équilibre durable des comptes un impératif catégorique. De fait, les comptes de cette fondation sont équilibrés. Et pour moi, l'équilibre des comptes, évidemment, c'est un peu ma profession initiale et donc un peu une manie personnelle, mais en même temps, je trouve que c'est la contrepartie de l'autonomie que nous réclamons dans la façon de nous organiser. Nous ne pouvons pas à la fois demander de l'argent tout le temps et dire on veut se gérer nous-mêmes. Non, il y a un choix à faire. Le choix que nous avons fait, nous avons l'équilibre des comptes, mais on demande à ce qu'on nous laisse faire notre métier correctement, tranquillement, sans être tous les jours sur notre dos. Donc, je craignais le pire quand j'ai entendu tout à l'heure les projets. Et nous sommes aussi une entreprise. Cette entreprise, elle a souhaité inscrire l'action de ses collaborateurs dans une démarche de respect de l'éthique au quotidien. Quel intérêt y trouvons-nous ? Tout simplement de donner un véritable sens à notre mission auprès des personnes en perte d'autonomie et dont nous avons la responsabilité. Cette démarche éthique a un caractère profondément fédérateur pour les collaborateurs. Elle est un support d'échange entre les différents métiers qui coexistent à l'intérieur de l'EHPAD. Elle permet des dialogues concrets autour de la situation des personnes que nous accueillons. Elle concourt à la bonne marche des EHPAD. Les échanges de cet après-midi, je termine là-dessus, vous ont certainement intéressé et convaincu. J'en veux pour preuve la qualité d'attention de notre auditoire et le nombre de ceux qui restent encore à ce moment avancé de la soirée. Je vous en remercie. Merci beaucoup. Alors c'est le moment qu'a choisi mon support numérique pour rendre l'âme. Je tenais à remercier les équipes organisatrices, je tenais à vous remercier, je tenais à remercier évidemment nos invités. Vous avez vu, il y a des témoignages qui étaient émouvants, précis, qui nous ont bluffés. Je tenais aussi à vous dire que vous n'avez pas attendu en vain, car il est temps à présent de se sustenter dans la joie et la bonne humeur. Ça se passe là-bas. Merci encore de votre présence. Oui, Minou. Et alors, je suis en train de finir.